Hello, j'espère que vous allez bien. Je recommence cette vidéo car j'ai supprimé le premier rush que je venais de tourner. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois de mars 2021. J'ai finalement peu de films qui ont suscité mon intérêt plus que mesure. Au niveau audiovisuel, on se tournera davantage sur les séries et sur les créateurs, créatrices de contenu. Quant aux livres, ils ont été moins quantitatifs. Ça n'en a pas enlevé la qualité, je crois. Je vais commencer dès maintenant. Pour ce qui est des livres, je vous avais parlé du fait que j'avais terminé Le Ventre de Paris au début du mois, mais j'en ai du coup parlé dans le bilan culture du mois de février parce que c'est la période où j'ai passé le plus de temps dessus. Donc je vous invite à aller regarder le bilan culturel précédent. Et je me lance dans celui de mars avec La colère de Alexandra Deuzy, qui est rappeuse mais qui est également boxeuse. Et dans ce livre, on va revenir dans sa voix interne, je sais plus comment on dit, c'est un terme anglais. Par exemple, Virginia Woolf est très connue pour ce procédé-ci qui consiste à revenir dans sa propre intériorité. J'aurais sûrement retrouvé le nom au montage, donc je vous le mettrai probablement à l'écran, et si c'est pas le cas, je le mettrai en barre d'infos. La narratrice ne se nomme pas nécessairement et elle va revenir sur les relations physiques, sexuelles, amoureuses qu'elle a entretenues avec 3 hommes qu'elle ne nommera pas, qu'elle mentionnera avec des chiffres. C'est assez troublant. La déshumanisation de ces êtres, elle participe aussi à la violence que c'est dans ces relations, dans cette espèce d'effacement de la mémoire. Elle est tout le temps seule, même quand elle est en société, elle se reconnaît peu, elle est très froide par rapport au monde qui l'entoure, mais ça c'est dû à une auto-dépréciation, à une peine à vivre. Et l'ami qui me l'a prêté, donc Enzo, si tu passes par là, merci, parce que ce livre a vraiment été un coup de cœur. Donc l'ami qui me l'a prêté m'a mentionné un fait que j'avais oublié après lecture parce que ça fait quasi un mois. Au début du livre, la narratrice, qui n'est elle-même pas nommée, n'a de cesse de prendre des douches sans réussir à se savonner, comme si elle ne pouvait pas enlever la peine qu'elle a à vivre. C'est assez troublant, on est vraiment plongé dans son intériorité et je pense très sincèrement que c'est une autofiction. Je vous incite à lire, je ne l'ai pas beaucoup vu passer alors qu'il est sorti en septembre peut-être, enfin il est sorti il y a moins d'1 an. C'est vraiment un ouvrage de qualité, je pense qu'on doit s'y plonger sans trop en savoir, en plus il n'est pas extrêmement long. Je vous remettrai le nom en barre d'infos puis vous aurez la couverture à l'écran. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je pense que c'est vraiment aussi un ouvrage où il faut prendre le temps. Mais si vous avez déjà eu des relations inégales, vous vous retrouverez dans ses écrits, dans ses lignes. Je me suis également retrouvée dans ce quotidien à prendre le métro où elle est anonyme dans la ville et elle a l'impression d'être anonyme dans sa propre vie. Donc c'est assez troublant en fait de solitude. Ensuite je vous parle de magazines. Grâce à mon cursus universitaire, j'ai l'occasion de recevoir gratuitement les cahiers du cinéma et Beaux-Arts chaque mois. Et j'ai particulièrement aimé ceux de ce mois-ci, notamment le Beaux-Arts, qui a une couverture juste splendide, une pure beauté. La qualité de Beaux-Arts, c'est qu'ils mettent des peintures, des illustrations, des œuvres en couverture et celle-ci est vraiment incroyable je trouve. Là le dossier spécial était sur la vie quotidienne sublimée par les peintres. Donc on a beaucoup de 19e, mais ce que j'aime dans Beaux-Arts, au-delà du dossier, c'est vraiment la pluralité de ce qu'ils proposent comme offre artistique. C'est-à-dire qu'il y a une partie design, il y a les actualités sur la planète, l'essentiel, donc que ça soit en France ou ailleurs, les expositions, donc je pense que ça doit être d'autant plus intéressant
quand les musées ne sont pas fermés. Il y a des enquêtes, donc que seront et que feront les musées en 2030? C'est là aussi d'autant plus intéressant quand on voit la situation actuelle. Exposition imaginaire, on revient sur des peintures de femmes. Nos expositions imaginaires, et là c'était des mains et des signes par Catherine Grenier, peindre la vie quotidienne. Il y a vraiment des tableaux incroyables et ça permet d'avoir un panorama de plein d'arts différents. On a à la fois du Antonio Oba, du Daniel Orchard, du Louis Sartor, présente des artistes qui sont moins connus également, qui se jumelent avec d'autres disciplines comme la musique. Il y a un petit descriptif, voilà, en fonction des thématiques et des tableaux de l'artiste en question. Les cahiers, c'est vrai que je l'avais déjà lu auparavant, mais Beaux-Arts, c'est pas forcément une revue à laquelle je m'abonnerais de moi-même parce que il coûte 7 € au mois, donc après réparti sur toutes les semaines, c'est rentable. Mais je sais pas si j'aurais pris un abonnement de moi-même et avoir l'opportunité de le faire grâce à la fac, ça me permet vraiment de découvrir plein de disciplines dans lesquelles je n'ai pas l'habitude d'aller et je ne suis pas abonnée, mais Lolita MNG sur Instagram avait posté en story la couverture de Society qui revenait sur l'année de mars 2020 à mars 2021. Et c'est tout un dossier autour du Covid et de comment les gens ont vécu le Covid en fonction de leur classe sociale et de leur profession, de leur âge. C'est vraiment une analyse plus ou moins sociologique avec des portraits, des interviews, avec cette chronologie dans l'année et dans la pandémie. Le dossier est très intéressant. Society, je ne l'avais jamais lu avant et c'est une très très belle révélation également. Le numéro de avril me tente beaucoup moins, notamment parce que c'est sur Thomas Pesquet. Ça suscite beaucoup moins mon intérêt, mais je vais regarder les prochaines publications. Si d'autres me donnent envie, je pense que j'hésiterai pas forcément à les acheter parce que le magazine est à 3,20. Il est publié une semaine sur 2. Ensuite, je vous parle de Je ne suis pas parisienne de Alice Playfair, je ne sais jamais comment le dire. J'en avais déjà parlé dans un vlog, j'en reparle actuellement parce que je l'ai lu et terminé. Cette théoricienne, elle va revenir sur les différents modes et les différents préconçus qu'on a dans l'image de la parisienne. Tout ce côté mode, ce côté cinéma, cette stature filiforme de la femme, ce à quoi elle est vouée, ce à quoi elle est destinée dans cette image de parisienne en tant qu'identité parisienne. Elle va aussi déconstruire et montrer à quel point la population parisienne dans son entièreté, elle est plurielle et que les parisiennes sont absolument divers. Elle va revenir sur cette injonction à la minceur, au galbe, au buste, à la mode, au fait d'être apprêtée tout le temps, à la racialisation aussi. L'image de la parisienne, c'est soit la grande brune à la Anna Karina, même si elle n'était même pas française, ou à la Jane Birkin qui elle-même n'était pas française, à la Brigitte Bardot, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, on voit des femmes comme Maïma Dupouré, Céline Sciamma, Leila Bekti, qui sont pas dans cette image hyper féminine, cliché de la parisienne. Elles sont pas forcément dans les normes attendues qu'on se fait d'une parisienne. Et c'est aussi une instauration de cette femme très lettrée, très intelligente par l'esthétique à laquelle ça renvoie plus que par le fait lui-même de vouloir être cultivé. Par ce biais, on s'inscrit dans une identité particulière. Elle revient aussi sur le fait qu'il y a pas mal de femmes, de la classe moyenne notamment, qui souhaitent ressembler à ça sans jamais parvenir à y toucher. Ça alimente et ça fait perdurer cette image-là dans l'imaginaire collectif. Je trouve que c'est un très très bon ouvrage. Elle a écrit auparavant pour pas mal de magazines et elle est vraiment de qualité. C'est son premier ouvrage. J'ai lu Les mots de Sartre, qui est séparé en 2 parties, lire et écrire. La partie lire a pas forcément retenu mon attention et mon intérêt, je me suis assez ennuyée. Par contre, la partie écrire, j'ai souligné à peu près tout. C'est une ode à l'écriture, au travail d'écriture. Limite, il va donner des clés et on va revenir sur comment il est venu à écrire, comment
Sa relation intrafamiliale l'a amené à ça, sa relation avec son grand-père. Il va mettre ça en corrélation avec la lecture également, les œuvres qu'il va découvrir. J'aime énormément la plume de Sartre et j'aime voir des personnes qui parlent de l'écriture. Cette partie-là, c'est un délice. Je sais pas comment dire d'autre, mis à part que c'est vraiment une ode à la création et au retour sur soi pour essayer de puiser et de donner tout ce qu'on a dans l'art qu'on aime, dans le fait simplement de créer, dans ce qu'on cherche à donner à travers cette action-là. J'ai mis énormément de temps avant de me mettre à le lire, mais finalement, j'ai beaucoup aimé cette partie-ci, donc tant mieux. J'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai dû le rendre parce que sinon j'allais avoir une amende, je crois. Donc j'ai lu la bande dessinée Simone Veil qui a été parue en 2020. Je sais plus du tout qui l'a dessinée. Ça revient tout simplement sur la vie de Simone Veil. J'ai beaucoup aimé les dessins, le fait d'avoir une sorte de biographie, mais vraiment simplifiée. Je sais qu'il y a un nouvel ouvrage qui est paru sur Simone Veil il y a quelques mois. On n'est pas dans la même façon de l'illustrer, je pense. Celui-ci était vraiment intéressant et ça m'a permis de connaître plus amplement cette femme que je connaissais par son histoire. Là, on va suivre une journaliste qu'il avait rencontrée plus jeune. Étant donné qu'elle est très très bien placée quant à sa relation avec elle, revenir sur sa vie et faire un dossier sur elle lorsqu'elle décède en 2017. C'est chouette de voir cette femme sous le prisme relationnel, je trouve, et dans la construction d'une autre femme à travers cette histoire qu'elle relate. C'est plein d'amitié. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est un ouvrage que j'ai terminé ce matin, qui m'a énormément plu également. C'est Un matin comme ça de Gaëlle Josse, que j'ai eu grâce à Ned Gallet. Gaëlle Josse, elle va revenir sur sa relation avec ses parents, elle va revenir sur sa relation avec son père, plus grandement, je trouve. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Elle donne une importance au sens, au paysage, à la façon de ressentir les éléments de la nature, les vagues, les odeurs, la fatigue. La vie, elle est toujours avec une oscillation vers la mort parce que ses parents sont pas loin de la tombe, parce qu'elle est en détachement total avec cette famille tout en leur vouant un amour qu'elle n'arrive pas à leur dire. Elle est dans sa propre intériorité aussi, elle se sent extrêmement seule. Ça fait vachement écho au livre de Alexandra Deuzy que j'ai lu au début du mois. J'ai été tellement touchée. C'était beau dans ce qu'elle donnait, dans la façon dont on pouvait se figurer les images qu'elle nous présentait. Limite, j'ai failli verser des larmes. On se reconnaît énormément, ou du moins moi je me suis reconnue dans ses écrits et ça me donne envie de la lire plus amplement. Il est vraiment sorti il n'y a pas longtemps et il vaut le coup, je crois qu'il est à 16 €. Après, je passe à l'audiovisuel. Je vais vous parler de créateurs et de créatrices et je commence avec un coup de cœur, mais vraiment c'est incroyable. C'est Jonathan Bertin qui est photographe et qui a été vachement connu et qui a un peu pop-up lors du premier confinement avec son confinement créatif où il invitait des personnes à créer sous la forme qu'il connaissait ou une nouvelle forme, notamment la photo, et il a fait des défis créatifs chaque semaine. Il présentait ce que lui avait fait et il montrait également des projets de personnes qui le suivaient. J'adore cette série-là, j'adore sa chaîne YouTube, j'aime beaucoup son compte Instagram aussi. Il a une qualité dans son contenu et il a une manière de présenter la photographie avec une simplicité et une passion qui me plaît tellement. Pas autant dans ce qu'il présente et dans son travail. Il est là, c'est normal que si vous débutiez, vous ayez du mal ou que vous n'y arriviez pas au début. Et ça va venir et c'est chouette et on évolue à chaque fois et le travail il évolue aussi avec ce qu'on voit dans la vie et ce dans quoi on se reconnaît. Et j'aime beaucoup son contenu en règle générale. Maë Viox, que j'ai découverte grâce au podcast Nos Avenirs qui est tenu par Mathilde, qui revient sur des questions de sociologie, mais qui est plus ou moins lifestyle.
Elle revient aussi sur ses lectures. C'est très chill, très détente, très cool. T'as juste envie de prendre un café avec elle. J'ai vu qu'elle avait pas tant d'abonnés et je suis vraiment étonnée parce que elle fait du contenu de qualité. Elle analyse aussi des éléments sociétaux qui sont hyper intéressants. Ça ressemble un peu aux commentary YouTube que Clara peut faire et qui était la seule que je connaissais en France avant de voir la chaîne de Maeva, donc je vous incite à aller la regarder. Et ensuite, j'ai découvert la chaîne de Says the Movie qui fait une analyse aussi des films et par exemple de pourquoi on rit devant tel ou tel film, généralement, qui relève du paysage cinématographique comme peut le laisser penser le nom de sa chaîne. Là encore, contenu d'analyse et de qualité que je vous incite à aller regarder. Dernière chaîne que je vais mentionner, il y a la chaîne de Xaxu que j'ai découverte là récemment, qui est une chaîne booktube. Elle lit pas mal d'ouvrages théoriques, donc c'est quelque chose qui me plaît relativement parce que il y a encore trop peu de chaînes qui traitent d'essais, de références sociologiques, politiques, philosophiques, je trouve, et ça fait plaisir d'en voir de nouvelles se créer. Et j'allais oublier la chaîne de Marion Louisa que je connais depuis un bail, qui je trouve donne de plus en plus de contenu qualitatif et hyper intéressant. C'est une fille qui est dans la seconde main, la mode, mais dans la mode durable, éthique, et elle a pris une année de césure pour faire le tour de la France et découvrir comment se fait tel ou tel produit. Elle a découvert des usines qui font des jeans, comment on faisait le cachemire également, il me semble. Elle vit maintenant à Paris. Elle explique aussi tout son métier, tout ce qu'elle fait actuellement dans la vie. Elle a toujours ses vidéos aussi de quelle démarche employer pour s'habiller, comment est fait tel ou tel vêtement que vous allez porter. Il y a vraiment un travail de fond, de recherche qui est hyper intéressant. Donc si vous vous intéressez au vintage, à la seconde main, mais que vous voulez également savoir comment sont faits tel ou tel produit, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Je passe du coup à la partie cinéma, série. Au niveau des films, j'ai vu beaucoup de films qui étaient des remakes. J'ai vu Swimming Pool de Ozon qui n'a pas retenu énormément mon attention. J'avais commencé L'Enfer, mais en fait c'était la version de Clapiche, je crois. Et je me suis arrêtée parce que je voulais voir celle avec Romy Schneider. Et j'ai vu La Ronde, mais qui était un remake de Vadim. Ensuite, pour les films qui m'ont plu, il y a tout simplement Noir qui a été nommé meilleur espoir au César de Jean-Pascal Zadi. On en a énormément entendu parler parce que c'est une comédie sur le racisme en France et Jean-Pascal Zadi va jouer avec énormément d'autodérision, énormément d'ironie, un homme très engagé contre justement le racisme en France. Mais on a carrément l'impression qu'il est perdu et c'est très volontaire au sein même d'une plus grande lutte qui est celle contre le racisme, qui est d'autant plus compliquée parce qu'on doit jouer avec tous les groupuscules qui se trouvent à l'intérieur même d'une communauté, que ça soit les femmes, que ça soit les personnes religieuses qui ont plus ou moins de revenus, les personnes plus ou moins connues également. Il va essayer d'aller chercher des célébrités racisées, mais ça va pas être aussi simple que ça. Il y a Farid qui est dedans, il y a un casting qu'on connaît assez bien dans la comédie française en règle générale. Il traite ça avec tellement de sarcasme, ce sujet-là qui était hyper casse-gueule. Il le traite vraiment bien et moi j'avais entendu parler de ce film parce qu'il avait été interviewé dans un podcast. Il me semble que c'était Spotlight et j'avais pas du tout entendu parler de ce film. Ou du moins j'avais déjà vu l'affiche mais ça me donnait pas du tout envie parce que je pensais que c'était justement tout sauf un film qui déconstruisait tout ça avec beaucoup d'autodérision. Et en l'écoutant finalement on voit que la démarche est hyper intelligente. C'est un humour assez particulier et je peux comprendre qu'on n'y soit pas sensible. C'est une bonne comédie qui est à la fois
revient sur des thématiques hyper importantes, d'autant plus après ce qui s'était passé en juin 2020. Ensuite, j'ai vu Taro et Kappa, qui est un documentaire Arte qui revient sur ce couple de photographes de guerre. Kappa, il est décédé en prenant justement des photos. Il y a un obus qui a explosé à côté de lui et c'est comme ça qu'il est décédé. Ça fait plaisir de voir ces vies-là et en plus la photographie est hyper belle en relation forcément avec leur travail, avec leur relation amoureuse également. Toujours aussi intéressant et ça fait plaisir de voir ces photos-là. Dernier film que j'ai vu il y a pas longtemps également, The Perfect Candidate, qui va revenir sur une femme qui est médecin et qui vit dans un petit village et qui veut aider la population pour avoir de meilleures conditions. Elle a toujours vécu dans une famille où son père, qui était musicien et qui leur a toujours dit de faire ce en quoi elle croyait, de suivre leur instinct, leur passion. Cette femme-ci, elle va essayer du coup de croire ses convictions, de faire valoir ses convictions. Elle va essayer de se présenter à la mairie, mais il va y avoir énormément d'opposition de la part du peuple parce que la société saoudienne est pas hyper prompte à ce genre d'évolution. C'est pas un film si prise de tête que ça, je trouve, malgré le sujet dont il traite. À la base, elle doit évoluer aussi dans sa carrière au-delà de son village, au-delà de son pays, et il y a un relief autour de là d'où l'on vient, comment on se place dans la société une fois de plus. Très intéressant, sans que ça soit finalement traité avec trop de dramatisation. J'ai également vu Eva en août, je vais en parler très brièvement. C'est un film qui est très long, je trouve, parce que on va suivre une femme qui s'appelle Eva, qui est seule dans un appartement à Madrid, qui essaye de se retrouver un peu et on va la voir défiler dans les rues. C'est très beau mais très lent. La beauté des plans est vraiment chouette, ça devait être impactant de voir ça sur un grand écran de cinéma. J'avoue que sur mon petit écran d'ordinateur, ça donnait moins de ressenti que ce que j'aurais voulu. Je pense que c'est un très bon film, mais que les conditions n'étaient pas là pour qu'il me plaise réellement. Je passe aux séries. J'ai vu En thérapie de Toledano et Nakache. On en a énormément entendu parler. C'est une série Arte qui va majoritairement se passer plus ou moins en huis clos, avec le psy qui va suivre ses patients. Il y a un rendez-vous par épisode et on est simplement dans son cabinet avec les problématiques qui sont traitées. Alors le début de la série me plaisait bien et puis ça a été décrescendo. Au fur et à mesure, j'ai trouvé qu'il voulait aborder des sujets de société hyper importants, que ça soit la pédophilie, les relations inégales, les relations intrafamiliales compliquées, l'avortement, les attentats, parce que en fait il va prendre des patients juste après les attentats du Bataclan et voir à quel point ça a joué dans chacune des vies de chacun et également la sienne. Là où ça aurait pu être intéressant, en fait, j'ai trouvé que ça se décentrait énormément du discours initial. Il y avait des aspects qui étaient très intéressants parce qu'il y avait un espèce de consensus entre tous les problèmes qui étaient joués par chacun des personnages. C'était des problèmes de personnes privilégiées. Et il y a une figure des patients chez le psy qui me plaît pas trop, à vrai dire. Je suis assez mitigée. Si vous l'avez vu, si vous êtes vous-même psy, soignant, je suis très curieuse d'avoir votre avis, donc vraiment contactez-moi, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un. J'ai vu Normal People, qui est l'adaptation du livre de Sally Rooney, tout juste de paraître en français d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu et qui voudraient. J'en ai déjà parlé du bouquin en janvier, je crois, ou en décembre, enfin il y a quelques mois. J'avais vraiment beaucoup aimé le bouquin finalement, même si il avait moins suscité mon intérêt que ce que j'en attendais, parce que j'avais été beaucoup trop hypée précédemment. La série c'est la même chose et plus encore en fait. Et je me suis un peu embêtée à certains moments quand même. L'image est belle, mais j'en tire pas grand chose finalement. Et la dernière série, et pas des moindres pour le coup, parce que c'est vraiment celle qui m'a plu ce mois-ci, c'est I May Destroy You. On va revenir sur l'histoire d'une femme, donc qui est aussi la réalisatrice. On va revenir sur l'histoire de cette femme qui s'est faite violer une nuit parce qu'on l'a droguée. C'est des épisodes très courts et je pense que c'est assez bien quand même. Ils font entre 20 et 30 minutes. Au-delà de son agression et de comment elle vit avec,
c'est aussi voir toutes les relations qu'elle entretient avec ses proches. Il y a quelque chose aussi de comment en parler avec les autres, comment les autres essayent d'échapper aussi à ce qui vous est arrivé, comment tout le monde se sent coupable. C'est un sujet hyper important et je trouve qu'elle l'a hyper bien abordé. On est dans le Londres de 2020-2021, enfin contemporain quoi. Et je pense qu'il y aura une saison 2 et j'ai vraiment hâte de la voir si c'est le cas. Et je termine avec tout ce qui est audio. J'ai parlé des podcasts. Il y a deux amies justement qui regardent Friends. Il y en a une qui a vu cette série au moins 50 fois et l'autre qui ne l'a jamais vue et qui la découvre. Et elles reviennent sur la moitié de chaque saison par épisode de podcast. Et c'est marrant de voir comment ça se joue maintenant quand on est fan aussi de réentendre des moments qui nous ont plu, qu'on a déjà vus. Et c'est intéressant de voir quelqu'un découvrir cette série. Quand elles évoquent des scènes, je me dis « Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle de ça ». Et c'est intéressant de voir la découverte de quelqu'un. D'une série comme Friends, que moi personnellement j'ai aussi vu un nombre incalculable de fois. Et elles font aussi une analyse sérielle parce qu'elles sont spécialistes dedans. Elles tiennent aussi un podcast que j'écoute régulièrement, mais je me perds un peu dans ce que j'écoute au niveau podcast. Ça sera tout en barre d'infos. L'autre podcast, c'est Intime et Politique, et j'ai écouté la politique des putes notamment, qui va revenir sur les travailleurs et travailleuses du sexe, avec des interviews, avec aussi des chiffres, des points d'analyse de recherche et d'études. C'est très compliqué à entendre. Si vous êtes sensible à ce type de sujet, peut-être que vous ne feriez mieux de ne pas écouter, mais c'est très intéressant de voir aussi un autre prisme que celui très galvaudé qu'on peut avoir initialement quand on n'est pas initié sur ces sujets. Et au niveau musique, il y a Léa, donc la chaîne Léa Late, dont j'ai déjà parlé un nombre là aussi incalculable de fois, qui a sorti son premier EP sur Bandcamp notamment, mais aussi sur Spotify et Deezer. Je l'ai téléchargé et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Il y a vraiment un travail qui a été mené depuis longtemps et j'ai hâte en fait que vous connaissiez et que vous écoutiez tout ça. Je suis ce qu'elle fait au niveau des vidéos et de la musique depuis qu'elle a sorti ses premiers titres. Ça fait plaisir de voir une passionnée et de voir qu'elle arrive à mener ses projets à bien. La dernière artiste, c'est Kimber Rose, que j'ai découverte grâce à un épisode de Culture Box, mais mes parents l'écoutaient déjà et je ne l'avais jamais vue en live, et quand je l'ai vue chanter, c'était incroyable. En fait, je l'avais déjà entendue plusieurs fois, mais j'avais totalement oublié que c'était elle. J'ai pas envie de me faire démonétiser, donc je vais pas vous mettre les musiques, mais ça sera également en barre d'infos. C'est groovy, c'est jazzy, c'est pop, dans le bon sens du terme, j'entends. On a la tête haute quand on l'écoute. J'en ai terminé avec le bilan culturel du mois de mars. J'espère que le mois d'avril sera plaisant. On se retrouve de toute façon dans la prochaine vidéo. On se retrouve également sur les réseaux sociaux. Ciao!